Bienvenue tout le monde sur la chaîne Question de Perspective et aujourd'hui sur mon analyse du jeu Roguebook. Roguebook est un deck building card game roguelike dans lequel, comme toutes les deck building roguelike, tu dois monter un deck d'une épreuve à l'autre en acquérant des artefacts qui vont aider votre deck et en affrontant des adversaires toujours plus forts jusqu'à temps que vous mouriez, vous preniez de l'XP et vous puissiez commencer à nouveau comme toutes ces roguelikes que l'on aime tant. Le jeu est sur Steam pour 28,99$, je ne me trompe pas, autour de 30$. Il est considéré very positive par la communauté, mais on va se pencher sur mes images et je vais vous donner mon impression du jeu à la fin, comme d'habitude. Donc, on s'y lance. Tout d'abord, le jeu nous amène dans cette petite section ici qui est la zone de départ. Vous pouvez choisir votre héros de commencement ainsi que votre associé, le partenaire que vous allez apporter avec vous dans les combats à venir. Au départ, lors de votre première run, vous commencez automatiquement avec cette madame en héros et ce monsieur cochon en assistant. Lorsque vous allez finir la première run, vous allez débloquer d'autres personnages et par la suite, vous allez pouvoir choisir quel est votre personnage principal et quel est le personnage que vous apportez avec vous dans l'aventure. Aussi, la majorité des roguelikes se passent sur une map, comme vous avez pu voir sur beaucoup de jeux que j'ai testés au travers ma chaîne, que souvent on se déplace assez, pas librement, mais il n'y a pas des tuiles comme on voit dans Roguebook. Entre autres, Roguebook, parce que c'est un roguelike qui se passe dans un book de tuiles, et donc pour pouvoir vous déplacer, vous devez récolter de l'encre. Certaines encres sont en forme de pinceau. Le pinceau va faire une grosse zone autour de vous qui vont libérer beaucoup de tuiles, mais vous allez aussi libérer des fioles d'encre qui vont tous avoir des effets de distance différents. Donc, soit de faire une ligne de 5, une ligne de 3, un point où vous voulez, et etc. Ces révélations dans la map vont vous permettre d'aller chercher toutes les encounters qu'on peut voir. Entre autres, ici, on a un shop. Le cube ici, c'est un item. Et l'épée ici se retrouve à être un encounter. Comme dans tout bon roguelite, si vous réussissez un combat, vous avez une récompense, donc ça vaut quand même la peine de les faire, et vous avez des combats où les épées seront différentes, c'est des combats élites, donc le combat est plus difficile, mais les récompenses sont meilleures. Chaque chapitre aura un petit décor différent et l'objectif final sera toujours de se rendre jusqu'à la fin. La fin est toujours indiquée en fait par un icône et elle est facile à trouver, donc vous pouvez un peu prévoir votre chemin. Il est entre autres intéressant d'essayer d'avoir assez d'angles pour se rendre jusqu'à la porte, sinon vous êtes coincé et vous perdez d'une autre façon. La majorité des récompenses du jeu seront entre deux types. Entre autres, le cube vous donne le choix d'ajouter une carte à vos decks. Donc ici, on peut voir que le contour blanc, c'est pour nous indiquer que ça va avec la madame. Et les contours rouges, évidemment, c'est pour aller avec le monsieur. En haut, sur le côté gauche, on a le coût de la carte et on a son nom juste en dessous. Et on a l'effet. Si jamais vous êtes incertain d'un mot-clé, les mots-clés sont toujours en gras sur les cartes. Il suffit d'apporter votre curseur sur le mot-clé et ça va faire apparaître tous les mots-clés indiqués, entre autres, sur la carte et vous permettre ainsi peut-être de mieux comprendre ce qu'il en dit. Vous pouvez aussi voir que la carte Rock Out a deux trous vides sur le côté gauche. C'est pour y insérer des gems. Donc, vous allez être capable de récolter un autre type de récompense dans le jeu aussi qui s'appelle les gems. Et les gems doivent être mis à des cartes directement. Et ils vont venir faire une augmentation à la carte. Ça peut être une réduction au coût de mana, une augmentation de son bloc, que la carte elle se fait 2 fois, que la carte, quand vous la jouez, elle retourne dans votre main. Bref, une multitude de gems pour une multitude de possibilités. La différence avec les cubes et les shops, c'est que le cube va toujours vous permettre de choisir entre 3 cartes, mais le shop va vous permettre de choisir entre 6 cartes et plusieurs artefacts. Toutefois, pour être capable d'acheter les choses dans le marché, vous devez dépenser votre argent. Donc, de temps en temps, si vous n'avez pas des bonnes récompenses, vous prenez des récompenses en argent et essayez d'aller acheter directement ce que vous avez besoin au marché. Donc, le menu de crafting de cartes ressemble à ceci. Il suffit de cliquer sur la carte que vous voulez et vous prenez le gem, vous cliquez sur Craft et le tour est joué. Et on enchaîne avec la partie la plus importante de tout roguelike, les combats. Donc, les combats se passent ainsi. Vous avez une main de départ de 5 cartes. Vous allez toujours avoir 5 cartes lorsque votre tour commence. Sur le côté ici, on voit combien de cartes il reste dans mon deck. Donc, en ce moment, j'ai un deck de 12 cartes. Donc, j'ai 5, il m'en reste 7. Ça vous permet de compter est-ce que vous avez des bonnes chances d'avoir la carte que vous voulez prochain tour ou non. Lorsque vous terminez vos 12 cartes, ceux-ci sont reshuffle dans votre deck. Donc, une fois que tout est passé, ça retourne et on recommence.
Dans la carte ici, cachée un peu par les indications du vidéo, on voit un 3. Ce 3-là, c'est pour indiquer votre mana accessible durant le tour. Donc, on peut voir que les cartes coûtent 0, 1, 2 ou 3 de mana, et ainsi de suite. Donc, on peut prévoir quelle carte on veut jouer dans quel ordre. Les cartes blanches vont faire agir la dame, et les cartes rouges, comme de la même façon, vont faire agir le tank en arrière. Je l'appelle un tank parce qu'il y a 2 fois les HP de la DPS en avant, donc évidemment, celle-ci est plus focus sur les dégâts et lui sur encaisser des coups. On peut voir aussi qu'autour de la mana de la carte Defend, il y a un cercle. C'est pour nous avertir que lorsque je vais jouer cette carte-là, l'ordre des personnages vont changer sur le battlefield. C'est important de faire changer les personnages de position parce que les adversaires vont toujours attaquer la première personne, sauf s'ils ont des skills qui indiquent autrement. Donc, vous pouvez décider de faire certaines attaques et après ça, changer pour mettre la personne que vous voulez à l'avant. Aussi que certains personnages ont des bonus lorsqu'ils sont à l'avant, soit des bonus sur leur défense ou des bonus sur leur attaque. Donc, des fois, c'est intéressant de prendre une attaque qui fait changer la fille à l'épée à l'avant, faire toutes vos attaques et par la suite changer pour vous mettre en défense avec l'autre bonhomme et essayer d'alterner comme ça selon les avantages que vous récoltez dans vos artefacts ou selon les bonus directs des héros que vous utilisez. On peut voir que mon ennemi a une indication ici qui s'est fait 7 x 2 avec un signe d'épée. C'est pour nous dire qu'il va donner 2 coups d'épée pour 7 dégâts chacun. Donc, si j'avais quelque chose qui réduisait le nombre de ces dégâts, je serais capable, mettons, de le réduire de 3, mais il ferait 4 x 2 au lieu de 7 x 2. Ça nous indique aussi que si j'ai quelque chose qui annule complètement la prochaine attaque, bien, je vais seulement bloquer 7 de dégâts, comme le prochain swing va quand même m'en faire 7. On peut toujours suivre avec nos boucliers ou en mettant notre souris sur l'adversaire à combien d'HP on va être après que son attaque soit résolue, ce qui nous permet un peu mieux de calculer notre défense. Si on voit qu'on perd beaucoup de points de vie, c'est utile d'essayer d'utiliser des cartes qui vont nous donner du bloc à la place et ainsi de suite. Lorsque vous gagnez un combat, une bourse s'ouvre et ça vous donne des récompenses. Ça peut être une pile d'argent, ça peut être une carte, ça peut être de l'encre et cette encre-ci doit être utilisée donc pour faire expand la map du livre jusqu'à où on doit aller. Il suffit ainsi d'enchaîner les combats qui deviendront juste plus difficiles les uns que les autres. Lorsque vous allez débloquer des cartes dans le jeu, vous allez pouvoir leveler votre party. Ce que ça veut dire, c'est que certains héros vont pouvoir avoir une habilité ou un passif supplémentaire ou encore vous allez pouvoir choisir directement un passif dans la branche party. Ces skills-là vont changer dépendant de qui vous prenez comme associé, qui vous prenez comme main, des fois juste la run, donc ça donne un peu de rejouabilité de disponible. Vous en débloquez un très tôt, je crois, à 15 cartes. Après ça, c'est 18 cartes, 22 cartes et 26 cartes pour votre dernier talent. Entre autres, ici, je vous montre un du tank qui s'appelle The Strongman. Ça dit qu'à chaque tour, si la première carte que je joue a un cost de 2 de mana, ça me redonne 1 de mana. Ça peut être très pratique pour votre économie d'action, donc c'est un skill que j'avais décidé de prendre au début. En dessous, vous pouvez voir directement quel artefact influence votre héros. Certains artefacts vont se mettre dans le party et donc sont disponibles pour tout le monde ou affectent tout le monde, alors que d'autres objets vont tout simplement venir augmenter le héros qui est en dessous. Pour brièvement vous montrer un exemple de diamant, ici le Rough Diamond, ça donne 4 blocs supplémentaires, donc si vous le mettez sur n'importe quelle carte, quand vous la faites, vous gagnez 4 de blocs. Donc lorsque vous arrivez dans la place de fin de chapitre, ça vous dit « Beware », vous êtes en train de face le boss du chapitre, vous ne pourrez pas retourner en arrière. Et évidemment, les boss ont vraiment plus de points de vie, 220, et ont une mécanique souvent qu'il faut comprendre ou sinon, tout simplement, être defeated. Des fois, la mécanique, c'est juste d'avoir les bons artefacts au bon moment ou d'avoir les bonnes cartes nécessaires pour le vaincre. Des fois, vous allez faire une stratégie qui est énormément basée sur la défense pour que votre tank soit toujours très huge et soit impossible de manger des dégâts et soudainement, vous allez vous affronter contre un boss qui perce armure et donc enlève complètement la valeur des cartes de défense. Des fois, vous allez faire un deck qui va vous redonner beaucoup de points de vie et donc vous permettre de faire des fights en longueur, mais vous allez vous affronter contre un boss qui à chaque tour devient de plus en plus fort exponentiellement et donc contre votre deck. C'est un peu la mécanique des roguelikes si vous n'avez pas essayé, mais si vous en avez essayé, vous êtes conscient que l'objectif du jeu est évidemment de vous faire perdre et de vous faire rejouer encore et encore et encore. Si vous avez déjà joué à beaucoup de roguelikes, vous savez et vous avez déjà remarqué que ce jeu ressemble énormément à Slay the Spire. C'est Slay the Spire avec quelques mécaniques de plus, donc celle de pouvoir changer votre battlefield du premier au deuxième, entre autres, celle qu'on se déplace dans un livre avec de l'encre, et ces mécaniques constituent l'entièreté des différences avec les roguelikes classiques.
pour moi, il pourrait se mettre dans la catégorie classique et c'est ce qui explique son very positif sur Steam. Le jeu a tous les éléments de base d'un deck building roguelike. Sauf que personnellement, avoir tous les éléments de base fait pas pour moi un bon jeu. Ce que je veux dire de là, c'est que le jeu a juste tout ce qui est de base. Je peux pas y donner vraiment plus que 6.5 ou si je pousse 7, mettons que j'y aurais joué ou j'ai donné mon analyse dans une journée où je me sens un peu plus difficile dans ma note. Mais reste que si vous avez pas joué à beaucoup de roguelike, ce qui est vraiment le contraire de moi, là, vous savez, surtout depuis que j'ai le bras dans le cloud, c'est pratiquement tout ce que je peux faire, c'est un des jeux qui me spark le moins de joy en y jouant. Tout simplement parce que se déplacer sur une tuile dans un book, c'est pas le fun. C'est pas le fun de devoir espérer d'avoir la bonne fiole pour se rendre au bon encounter ou de devoir tout simplement être limité dans ta run par la chance que t'as dans ton encre. Je veux dire, c'est déjà tellement aléatoire un roguelike que c'est un élément d'aléatoire de plus que j'avais pas envie dans le jeu et que pour moi, je ne trouve pas rafraîchissant. Aussi, les roguelike indie, vous pouvez en avoir beaucoup pour moins de 30$ et ces jeux-là sont tous égales ou supérieurs à ce jeu-là. Donc, je trouve que pour 30$, il est dans le high price, comme il est trop cher pour ce qu'il vaut. En théorie, je l'aurais peut-être mis plus à 20, moi, ce jeu-là. Les dessins sont quand même beaux, mais les dessins des cartes sont pas à tout casser. Je joue à énormément de card games, puis dont les cartes sont vraiment plus belles que ça. Entre autres, la majorité des art styles sont facilement oubliables. Les effets, j'ai vu pratiquement... En fait, je suis même pas capable de vous nommer un effet sur une carte que j'aurais pas vu dans un autre roguelike. C'est ça que je veux dire par... Si vous avez pas joué à aucun roguelike de votre vie, c'est peut-être un bon starting point qui est quand même assez simple à comprendre. Vous avez juste 2 bonhommes à gérer dans votre party. Ça se fait bien, honnêtement. Toutefois, si vous êtes un habitué de ces jeux-là, je vous conseille tout simplement d'en choisir un autre. Et je pense que ce qui va conclure mon analyse de Roguebook. Un jeu qui a su me divertir à peu près 2h30. J'ai joué l'1 heure de mon vidéo. Je suis mort au début du chapitre 2. J'ai décidé de refaire une run pour vaincre le chapitre 2 parce que je l'avais compris. Je suis arrivé dans le chapitre 3. Je suis tombé sur un fight qui était impossible à battre pour le build que j'avais pris. Je me surlog. J'ai essayé le nouveau héros que j'avais débloqué. Je le trouvais le fun, mais pas plus qu'il faut. Et j'ai décidé de rechanger vers un autre de mes jeux de deck building qui me satisfait plus. Donc 6.7, 7 sur 10, les dessins sont beaux, mais si vous avez Slay the Spire, jouez à Slay the Spire. Si vous en avez d'autres, vous pouvez jouer à d'autres, mais si vous êtes tanné de jouer à tous vos deck building roguelike et que vous avez envie de juste avoir un jeu différent, il peut être ce jeu différent. Donc merci à tous d'avoir écouté et au plaisir de se voir sur une autre vidéo tout le monde. À plus!